Nous sommes face à une description blassante du tueur en série sadique, un prédateur qui ne tue pas par nécessité, mais pour assouvir des fantasmes pervers profondément enracinés. Le frisson réside dans le processus de torture, où chaque douleur atroce imaginable fait partie de l'excitation. Nous explorons ces esprits tordus à travers les cas de David Parker Ray, Denny Radé et Israel Keyes. L'affaire David Parker Ray s'ouvre le 22 mars 1999 avec l'évasion miraculeuse de Cynthia Vigil, une prostituée de 21 ans, nue et enchaînée, racontant avoir été enlevée et torturée. Elle dirige la police vers la maison de David Parker Ray, un mécanicien de 59 ans, perçu comme un employé modèle. Ce que la police découvre dépasse l'entendement, une pièce avec des dispositifs sadomasochistes modifiés pour infliger de la douleur. La remorque Toy Box, insonorisée et investie de $100 000, était une chambre de torture sophistiquée avec une chaise gynécologique et un système de poulies. L'agent Rich Libney la décrit comme maléfique, sinistre et méchante, convaincu que des gens y sont morts. Ray était un sadique sexuel psychopathe. Son mode opératoire était méticuleux, utilisant son charme pour attirer des victimes jetables ou se faisant passer pour un policier. Avant la torture physique, les victimes droguées écoutaient une bande audio décrivant les sévices à venir, instillant une terreur absolue. Ray possédait des connaissances médicales pour prolonger la torture, amenant les victimes au bord de la mort avant de les ranimer. De manière choquante, Ray n'agissait pas seul, ayant convaincu sa petite amie et sa propre fille de participer activement. L'enquête a révélé l'ampleur potentielle de ces crimes, s'étendant sur plus de 40 ans, avec des estimations de 90 à 95 disparitions. Sans corps, la condamnation pour meurtre était impossible. Ray est mort d'une crise cardiaque en prison, emportant ses secrets. Denny Radé, alias BTK, était animé par un narcissisme et une soif de reconnaissance médiatique, contrairement à Ray qui opérait dans l'ombre. Ces crimes ont commencé le 15 janvier 1974 avec le meurtre brutal de la famille Otero. Il a envoyé une lettre au Wichita Eagle pour revendiquer le crime et se donner le nom de BTK. Il terrorisa Wichita en entretenant un dialogue avec les médias et la police, demandant combien dois-je tuer avant d'obtenir une attention nationale. Radé menait une double vie impeccable, père de famille, membre actif de son église, chef scout et employé municipal. Il appelait froidement ses cibles des projets et utilisait ses activités comme couverture pour ses repérages. Il s'adonnait à des jeux auto-érotiques complexes, gardant des trophées de ses victimes et se prenant en photo dans des positions de ligotage. Son ego causa sa perte, il envoya une disquette qui fut retracée jusqu'à l'ordinateur de son église, conduisant à son arrestation. Lors de sa confession, il décrivit ses crimes avec un détachement glaçant, comme s'il lisait une liste de courses. Israel Keyes représente une évolution dans le profil du tueur en série, un prédateur nomade, hyper méticuleux et sans profil de victime fixe. L'affaire qui le fit tomber fut l'enlèvement, le viol et le meurtre de Samantha Koenig à Anchorage, Alaska, en février 2012. Il la retint dans un abri près de sa maison, la viola et l'étrangla, puis partit en vacances en famille. L'utilisation de la carte ATM de Samantha permit au FBI de le traquer à travers le pays. Il fut arrêté au Texas. Keyes enterrait des kits de meurtre dans plusieurs États, contenant tout le nécessaire, armes, munitions, attaches zip, produits chimiques. Il volait vers une ville, récupérait un kit, commettait son crime à des centaines de kilomètres, puis repartait, opérant sous les radars pendant 14 ans. Keyes était un psychopathe froid et intelligent, idolâtrant Ted Bundy. Ses motivations étaient un mélange de frissons, de pulsions sexuelles et de soif de contrôle. Il se suicida en prison en décembre 2012, emportant avec lui l'étendue complète de ses crimes. Ces tueurs en série sadiques ne sont pas des fous au sens traditionnel, mais des individus conscients de leurs actes, mus par des pulsions que la société ne peut assimiler. L'étude de ces cas doit servir à comprendre les schémas de comportement, à améliorer les techniques d'enquête et à identifier les signes avant-coureurs pour protéger les vulnérables. La question ultime n'est pas seulement comment ces monstres sont-ils créés, mais aussi que pouvons-nous faire, en tant que société, pour prévenir l'émergence de tels prédateurs et protéger les vulnérables ?